Donc, merci à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et PIPSA de nous avoir invités à prendre la parole ce soir. Je salue les autorités coutumières et les autres leaders aussi présents. Mon discours, je l'ai écrit en australien. Je parle en français ce soir et la traduction refait en anglais. Donc, j'espère que nous nous débrouillerons ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce soir, pour suivre les intervenants précédents, je souhaite aborder la question de la souveraineté et les concepts tels que la souveraineté partagée en examinant le rôle actuel de la France et de la Nouvelle-Calédonie dans un contexte régional. Le professeur Chauchat, Madame Blaise ont mis l'accent sur les changements ici en Nouvelle-Calédonie. Mais en revanche, je voudrais parler de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional et de ses relations avec le Forum des îles du Pacifique et les pays indépendants avoisinants. Le processus de décolonisation ici, poursuivi par les accords de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa, comporte un certain nombre d'éléments uniques. Mais ces éléments ont également joué un rôle important dans les débats sur l'autodétermination dans d'autres territoires non autonomes du Pacifique, de Bougainville à Timor-Leste. Et donc, c'est important que nous regardions ce débat ici dans un contexte un peu plus grand. Je regarde la montre. Si je peux commencer avec ma conclusion. Je tiens à suggérer que le débat sur la souveraineté partagée et souveraineté ilienne exagère l'autonomie de la gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au cours de la période actuelle au niveau régional. La France a le contrôle en cours des compétences régaliennes par l'État français, assure un contrôle effectif des politiques clés en matière des affaires étrangères et de sécurité, en dépit des changements importants en matière de pouvoir administratif et juridique en vertu de l'accord de Nouméa. Et cela peut créer des problèmes pour les pays avoisinants. Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. L'influence de la France, donc, s'est accrue au sein de cette principale structure politique régionale. Et ce inquiète certains responsables des pays insulaires. Notre discussion ce soir sur la souveraineté est également encadrée par le contexte géopolitique actuel, dans lequel les puissances occidentales cherchent à contenir la Chine en tant que puissance économique et politique croissante dans la région Indo-Pacifique. Comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron lors de sa visite en Australie et en Nouvelle-Calédonie en mai l'année dernière, la France se considère comme une puissance de l'Indo-Pacifique en raison de son contrôle colonial des territoires non autonomes dans les océans Indiens et Pacifiques. Là, il a dit, la France est une grande puissance de l'Indo-Pacifique. Elle est une grande puissance à travers de tous ces territoires. Et la vision du président Macron d'un axe France, Inde, Australie est bien accueillie par notre gouvernement australien. Depuis 2012, les deux gouvernements ont signé 3 accords de partenariat stratégique en Océanie. Et les premiers ministres récents de mon pays ont présenté la France comme un allié occidental stable et démocratique dans le Pacifique Sud, dans une époque où l'influence chinoise est croissante. Aux côtés du président Macron à Sydney l'année dernière, le Premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré « La France est une puissance du Pacifique ». Et sa présence ne peut qu'être bénéfique pour l'Australie et pour la région en général.
Cette défense de la France dans le Pacifique Sud soulève la question de notre époque où de nombreux débats sur l'autodétermination et indépendance politique sont en cours dans la région. De la Papouasie occidentale à Bougainville, qui organisera un référendum de l'autodétermination en octobre, en passant par la Polynésie française, Guam et bien sûr ici, dans la Nouvelle-Calédonie. J'ai étudié avec intérêt les articles de Mme Blaise, Jared Princeton, avant d'arriver en Calédonie, et son idée d'une souveraineté ilienne. Dans un article publié en 2017, et ce soir, les auteurs ont expliqué ces 5 exemples mettant en lumière ce forme émergente d'une souveraineté ilienne parmi les territoires non autonomes comme la Nouvelle-Calédonie. Mais je ne suis pas complètement persuadé que, par exemple, de voter non lors d'un référendum de l'autodétermination est un signe d'émancipation. Je ne suis pas sûr non plus que certains de ces éléments soient spécifiques aux territoires non autonomes. Par exemple, la question des budgets territoriaux. Je pense que, par exemple, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une nation indépendante, manque de revenus intérieurs et elle est compensée par des transferts financiers considérables venant de l'Australie, mais autres partenaires bilatéraux, même que c'est un pays complètement indépendant. Et nous voyons la même chose entre la France et Vanuatu, où la lutte acharnée pour l'indépendance n'a pas rompu une relation en cours. Et dans les pays du Pacifique indépendant, Vanuatu, les îles Solomon, la Papouasie, sont en mesure de faire appel à divers partenaires pour obtenir des prêts, des subventions. Celles-ci incluent des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, des organismes des Nations unies, des mécanismes de financement mondiaux tels que les fonds verts, par exemple, pour le climat, et aussi des partenaires de développement bilatéraux qui fournissent une aide publique au développement. Et de toute évidence, un Kanaki Nouvelle-Calédonie, si c'est indépendant, si c'est le futur, serait en mesure de diversifier ses revenus en tirant parti de ses sources internationales entre eux. Cela réduit également le problème que nous, les Australiens, appelons boomerang aid. Comme un boomerang, la France jette l'argent vers la Nouvelle-Calédonie, mais elle retourne à Paris. Et donc, ça c'est un débat avec l'argent versé vers la Calédonie, comme la Papouasie. Malgré ça, l'accord de Nouméa a mis à point des éléments uniques qui ont suscité l'intérêt de la région. Par exemple, la longue transition vers un référendum sur l'autodétermination a été adoptée par les négociateurs de la paix à Bougainville. Ils ont délayé leur référendum selon le modèle de l'accord de Nouméa. Le concept de transfert irréversible des compétences de Paris à Nouméa suscite l'envie de certains gouvernements dans la région. Vous connaissez que dans l'accord de Nouméa, la diplomatie régionale est une compétence partagée et la Nouvelle-Calédonie a le pouvoir de négocier et je cite, de conclure des accords avec des pays relevant de sa responsabilité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris des mesures intéressantes pour éteindre ses capacités. Par exemple, ils ont créé un département de coopération régionale. Ils forment des représentants qui travailleront dans les ambassades de France à Suva, à Port Moresby, à Port Vila. Je salue Mme Ouetté, ici présente ce soir, un de ces ambassadrices futures. Mais il ne faut pas exagérer l'ampleur de cette innovation. Les accords conclus par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doivent toujours être ratifiés par la France
ou le Parlement français. Et le gouvernement local de Nouméa doit toujours respecter les obligations internationales de la France. Donc il y a des limites avec cette souveraineté. En tant qu'observateur du Forum des îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est devenue plus tard membre associé en 2006 et membre à part entière en 2016. Toutefois, la région océanienne a largement perçu sur le fait que la décision des leaders de 2016 inclure la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Mais ça a donné à l'État français une influence accrue sur la politique régionale, spécialement la politique de sécurité militaire. Le gouvernement de Nouméa et de Papeete ont du mal à contredire la politique de l'État dans ces domaines. À titre de preuve, si je peux citer un entretien que j'ai mené en 2017 avec M. Thierry Lataste, le haut-commissaire de la République ici en Nouvelle-Calédonie. Dans cette entrevue, M. Lataste a souligné que l'État français autorisait les dirigeants néo-calédoniens à jouer le rôle de porte-parole de la France dans ces forums. Je cite, « L'accord de Nouméa et la loi donnent pas mal d'outils, puisque la France peut faire de Philippe Germain et le prochain président, peut-être, son porte-parole, puis lui confirmer un mandat, peut lui mettre à côté de lui des hauts fonctionnaires spécialistes des questions qui sont élevées. » Il a ajouté qu'il y a au moins de légitimité son rôle comme porte-parole de l'État, pour signer au nom de la France des documents, parler au nom de la France. Après, on peut avoir des comportements provocants où ils se disent le contraire de la position nationale. Ça deviendrait compliqué. Donc, je veux poser des problèmes compliqués, parce qu'il y a certaines limites de la soi-disant souveraineté ilienne dans cette situation. Et en ce qui concerne ce défi dans le monde réel, il existe de nombreux domaines où les intérêts de l'État français et ceux des peuples colonisés, Kanak, Maori, Wallisiens, divergent. Notamment en ce qui concerne la politique des océans, le changement climatique, le contrôle des zones économiques exclusives et la gestion des ressources. Et ce sont précisément les domaines au cœur de la nouvelle politique régionale que les dirigeants du Forum ont qualifié de Blue Pacific, le Pacifique bleu. Oups. Donc, comme a souligné le Premier ministre de Samoa, Tuilepa, il y a 2 ans, c'est la priorité au Blue Pacific comme moteur principal de la formation des politiques collectives du Forum. Dans une étude récente que j'ai préparée, pardon. Can I go back? Attention. OK. J'ai préparé une étude de France and the Blue Pacific, la France et le Pacifique bleu. Et là-dedans, j'ai détaillé un certain nombre de préoccupations des pays membres du Forum concernant cette tension politique entre l'État français et les gouvernements des collectivités françaises du Pacifique. Ceci inclut, comme vous verrez, l'incertitude sur le statut juridique des territoires au sein du Forum. Par exemple, la France a dû signer le traité pour que la Calédonie, la Polynésie, peut être membre à part entière du Forum. Leur incapacité de signer des traités internationaux, par exemple l'accord de Paris sur le changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, etc. L'élaboration de la politique de sécurité dans le cadre
de la structure, le comité régional de sécurité du Forum, et aussi la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Parce que nous connaissons que la défense, les militaires, c'est une compétence régalienne de l'État, de la France, et pas la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'autres questions relatives au travail des autres agences du Forum. Par exemple, l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique. Il y a des négociations à l'heure actuelle entre les pays insulaires et l'Union européenne. Et ça pose des problèmes pour la Polynésie et la Calédonie. Est-ce qu'ils soutiennent la politique du Forum ou est-ce qu'ils soutiennent la politique, au nom de la France, de l'Union européenne? Et pour les pays voisinants, ils regardent un peu un problème qui arrive parce qu'il y aura un traité post-Cotonou après 2020 pour une nouvelle relation entre les pays insulaires et les territoires, les anciennes colonies, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et donc pour les membres du Forum, la Calédonie, la Polynésie, il y aura des problèmes dans ces négociations parce qu'ils sont des Européens. Donc, le gouvernement français se présente comme un arbitre neutre entre partisans et opposants à l'indépendance. Mais l'État français, une puissance mondiale moyenne, a ses propres intérêts stratégiques et géopolitiques dans le Pacifique. Et l'État travaille pour faire progresser ses intérêts, alors que la tension internationale se tourne vers les océans et la soi-disant économie bleue. Pour raison très claire, on peut regarder la taille des zones économiques exclusives dans le Pacifique. Et comme le disait l'ancien ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Langevin, Madame Paul Langevin a dit au Sénat, c'est grâce aux Outre-mer que la France peut afficher 11 millions de kilomètres carrés de domaines maritimes. Et la France peut devenir leader mondial dans le développement mondial de croissance durable et émancipatrice, la croissance bleue. Donc, il y a une politique française qui veut gérer ces zones. Et pour que la France puisse faire avancer cet agenda, elle doit définir les limites souveraines de son territoire revendiqué dans la région. Et c'est un débat qui continue à l'heure actuelle au sein du Forum. J'ai interviewé Mme Meg Taylor, la secrétaire générale du Forum l'année dernière, et c'est une priorité pour le Forum pour régler les frontières entre les pays de cette région. Mais il y a des problèmes avec ça. Et vous connaissez que depuis longtemps, il y a une bagarre sur le contrôle souverain des îles Matthew et Hunter entre la Nouvelle-Calédonie et la France et la Nouvelle-Calédonie. Et les tentatives actuelles de la France d'étendre ses frontières maritimes par l'intermédiaire de la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental se sont heurtées sur les intérêts souverains des États voisins comme Vanuatu. Et aussi, il y a le problème avec la politique du FLNKS et les chefs coutumiers de ce pays. Il y a eu un accord de Keamu de 2009 où le FLNKS et le Sénat coutumier a tous les deux convenu que Matthew et Hunter, ces îlots, étaient historiquement sous le contrôle des chefs coutumiers de Vanuatu. Et donc, c'est un des nombreux domaines où le contrôle actuel par la France des compétences régaliennes entre en conflit avec les intérêts des peuples autochtones, de ces collectivités et de ses voisins. Ici, comme le professeur Chauchat dit que ce processus avec l'accord de Nouméa continue pour un long temps, je pense qu'il y aura plus de moments où il y a ces tensions. Et l'opposition de longue date de la France au principe
et la pratique de l'ONU en matière de décolonisation et aux résolutions nombreuses et répétées de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit à l'autodétermination sont au cœur de ce débat. Par exemple, une disposition centrale des résolutions successives indique que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes. Les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes. Et lors des réunions du comité spécial de la décolonisation, les leaders kanaks et maoris ont souligné l'importance du contrôle des ressources et de la gestion en tant qu'outil de développement. Et cette vision est en contradiction directe avec la politique française en matière de contrôle des métaux stratégiques, politique réaffirmée par la création d'un comité pour les métaux stratégiques et un comité interministériel de la mer. Et donc, malgré le statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004, octroyant au gouvernement local des compétences sur les zones économiques exclusives, l'État conserve le contrôle des métaux stratégiques. Et c'est une tension fondamentale au moment que la communauté du Pacifique, le CPS ici en Nouméa, aide les pays membres du Forum à élaborer une législation sur l'exploitation minière en eau profonde. Et Richard Touyava, ancien sénateur de la Polynésie française, a déclaré devant le comité spécial de décolonisation: nous avons toujours insisté sur le caractère central de la question des ressources en tant que question centrale de notre développement futur. Et je pense que c'est aussi une question pour ce pays. Si les peuples colonisés et le peuple calédonien gèrent ses intérêts dans les océans. Pour finir, j'ai peur que tant que l'État français maintiendra son rôle en matière de sécurité et de politique des affaires étrangères, cela continuera de provoquer des divisions au sein de la région. Même si les électeurs de la Nouvelle-Calédonie devaient adopter un nouveau statut politique après le référendum sur l'autodétermination, la Polynésie française et Wallis et Futuna restent sous le contrôle de l'État français sans la protection juridique créée par l'accord de Nouméa dans la Constitution française. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est important pour les Calédoniens pour rappeler que c'est aussi la Polynésie au sein du Forum. Ici, 2016, un symbole important. M. Fritsch, qui porte une chemise océanienne, qui parle en anglais dans ces réunions. M. Jamin, cravate, costume, qui parle français. Donc l'intégration de la Polynésie et la Calédonie, il y a des histoires différentes, des relations différentes. Et c'est important pour parler pas seulement de la Calédonie et son futur dans la région, mais aussi les voisins. Et malgré la décision politique prise par les dirigeants du Forum d'inclure la Calédonie et la Polynésie en tant que membres à part entière du Forum, il est clair que de nombreux responsables et diplomates ne considèrent pas les collectivités françaises comme des partenaires égaux. Je cite un rapport confidentiel d'une mission ministérielle du Forum en Polynésie française qui disait que bien que la France ait accordé à la Polynésie un plus grand contrôle de certains points, ces concessions n'incluent pas la capacité de mener une politique étrangère à part entière ou de participer indépendamment à la totalité des aspects de la politique extérieure menée par le Forum. Donc il y a beaucoup de problèmes qui commencent à créer des divergences au sein de cette
organisme important régional. Et je pense que c'est nécessaire que la Calédonie continue à discuter avec des autres forces vives de notre région. Et rappelons aussi que une rapide survol du statut d'autonomie de la Polynésie française, ou le statut de 1961 de Wallis, qui reste encore en vigueur, montre les compétences étendues qui restent entre les mains de l'État colonial français ne correspondent pas à ceux obtenus en vertu de l'accord de Nouméa. Et donc, pour citer les compétences régaliennes de l'État en Polynésie, c'est en anglais, donc c'est peut-être difficile de lire, mais je dois finir, donc je continue très vite avec cette compétence de l'État en Polynésie française, et puis celui-ci aussi, les situations très différentes. Donc, pour finir, alors que les Calédoniens envisagent de sortir du processus de l'accord de Nouméa en cours de 5 ou 10 ou combien d'années, les paroles de Jean-Marie Tjibaou résonnent encore. C'est la souveraineté qui nous donne le droit et le pouvoir de négocier les interdépendances. Pour un petit pays comme le nôtre, l'indépendance, c'est de bien calculer nos interdépendances. Merci. Merci beaucoup, Nick, pour cette présentation. Je vous invite à poser vos questions, nous faire part de vos remarques sur ces 3 présentations. Bien, on va récupérer des micros et on va vous les passer. Yeah. Amélie, il y a une question juste là. Monsieur. Merci à vos exposés. Je remercierai particulièrement Monsieur Mathias Chaussat, qui nous a fait un condensé de la vraie réalité de la Nouvelle-Calédonie, et je le remercie. Je vais le citer. L'erreur des non-indépendantistes est de penser qu'après 3 échecs au référendum, tout pourrait continuer comme avant. Et ils sont dans ce concept, et ils se trompent. Mathias a raison. Je prends l'exemple de Madame Baquès, qui continue à nous dire que les 30 000 personnes qui ne peuvent pas voter pourront voter en 2022. Elle ment. Il faut passer par la Constitution française et jamais la Constitution française n'acceptera ça. Elle ment à son peuple et elle ment à son parti. Moi, ce que je proposerais, Mathias n'en a pas parlé parce qu'il ne peut pas parler de tout, il a parlé du oui, et il a raison qu'il faut que les partenaires politiques ouvrent un débat dès maintenant et n'attendent pas le dernier moment. Chose que font actuellement les partis loyalistes, qui jouent la montre, alors que les partis indépendantistes sont unis, et eux, ils veulent toujours la souveraineté de leur pays. Et j'en félicite parce qu'ils n'ont jamais changé depuis 30 ans. Moi, je proposerais, dans la question du 2e référendum, un État fédéré. Vous avez les États de Micronésie. Je ne sais pas si les gens connaissent. C'est Guam, c'est Saipan, c'est Guadalcanal. C'est à 5 heures d'avion de Nouméa, à mi-distance entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie. Ils ont un État fédéré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe très très bien. Donc ils ont le drapeau américain, le dollar américain, et ils gèrent leur pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers cette solution pour éviter les affrontements qu'on a depuis 50 ans en Nouvelle-Calédonie? C'est la question que je te pose, Mathias. Bon, c'est pas forcément, je veux dire, à moi de répondre à cette question. On en a déjà parlé. L'idée du fédéralisme, pour moi, c'est le pâté d'alouette. C'est-à-dire qu'une alouette a un cochon, une alouette a un cochon. Donc vous avez un pays de 65 millions d'habitants, de l'autre vous avez
un pays insulaire, isolé de même pas 300 000 habitants. Posez-vous simplement la question, c'est ça qui est difficile, quelles seraient les institutions fédérales? Est-ce que le Parlement français deviendrait le Parlement fédéral, ou est-ce qu'il y aurait un Parlement fédéral entre la Nouvelle-Calédonie et la France? Qui serait le président? Qui aurait la maîtrise de la politique étrangère, qui est quand même revendiquée comme une compétence importante pour l'île dans la région? On voit bien que cette solution fait partie de solutions qui, à mon avis, sont techniquement compliquées et qui sont inadaptées à la situation insulaire. En fait, il faut regarder notre région, il faut regarder les indépendances du Pacifique. Les indépendances du Pacifique, dans les petits États insulaires, elles se font d'une façon générale sous la forme d'États associés ou par la signature de partenariats. Et je crois qu'il faut regarder par là. D'ailleurs, l'accord de Nouméa n'est pas un accord... au sens strict français, on voit bien que les influences pacifiques ont été très importantes dans l'écriture de l'accord de Nouméa. Donc je crois qu'il faut rester sur un modèle qui est plus simple, celui que je vous ai présenté, qui est la signature d'un partenariat, comme l'ont fait toutes les îles anglophones. Je vous rappelle quand même que c'est une sorte d'anachronisme que les 3 territoires français soient un peu les seuls dans le Pacifique à ne pas être décolonisés, parce que pour le reste, on parle vraiment de micro-territoires, Tokelau, Pitcairn, absolument des micro-territoires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont largement la taille, la surface, les ressources d'être décolonisés. Des pays bien plus petits qu'eux ont signé des accords de partenariat et ont fait l'objet de décolonisation lente, évolutive et douce, comme savent faire les anglo-saxons. Et donc, c'est ce processus-là auquel faisait référence l'accord de Nouméa. Et on essaye de nous envoyer dans le mur en revenant sur un processus traumatisant, style Algérie française, ou pour revivre le processus d'indépendance des Nouvelles Hébrides. Donc, il ne faut pas chercher trop compliqué. Pour moi, le système de partenariat est de loin le plus clair, d'autant qu'il a été déjà proposé officiellement par le PALICA et qui serait accepté par l'Union calédonienne si l'État voulait bien faire des propositions, à mon sens. Oui, merci. Je voudrais réagir sur les trois exposés. A priori, j'avais pas mal de choses à dire sur la premier exposé, mais au final, les 3 exposés se complètent bien. Je crois que le prisme de la souveraineté et de l'autodétermination, il doit être étudié au travers des résolutions de l'ONU, puisque c'est l'ONU qui a porté ces concepts-là. Et c'est ce que j'ai regretté dans le premier exposé, puisque l'ONU affirme clairement la responsabilité de la puissance de tutelle. C'est dans ce que dit l'ONU dès le départ, la charte de l'ONU. Et au final, on constate que la France, de ce point de vue-là, s'est dédouanée. La politique française, depuis toujours, a toujours été d'éviter l'ONU. Depuis Brazzaville, depuis Général de Gaulle, la démarche, c'est toujours celle-là, de dire on est assez grand, la France est une puissance mondiale qui est assez grande pour régler elle-même les problèmes qu'elle rencontre au niveau interne. Et la question de la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une question interne, qu'on l'a vu avec Ouvéa. La France n'a pas été capable de négocier. La logique a été que les Kanaks ont été obligés d'aller jusqu'au bout, sont allés jusqu'au bout de la démarche, parce que la France n'a pas rempli sa mission. Donc je voulais faire je pense que les 3 interventions se complètent assez bien. Et je voudrais finir sur un point, c'est que la France, finalement, elle est prisonnière de la position des loyalistes. Les loyalistes sont incapables d'évoluer au regard de l'évolution du pays.
Et tous les présidents français sont toujours restés prisonniers de la position des loyalistes. Et donc, et c'est vrai que ça correspond à des intérêts stratégiques majeurs, c'est ce que vous avez développé aussi, M. Macmillan. Donc, c'est une stratégie, mais tant que la France, et je crois que le professeur Chauchat termine là-dessus, si Macron ne bouge pas sa position, je ne sais pas si Marine Le Pen va le faire, mais voilà, c'est une vraie question. Et donc on s'interroge aujourd'hui, il est temps de s'interroger pour revenir à des considérations de décolonisation plus générales portées par l'ONU. Est-ce que l'ONU, le rôle de l'ONU dans cette discussion, il ne faut pas le réaffirmer. L'ONU est arrivée en Nouvelle-Calédonie qu'en 2011. Avec deux interventions, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits autochtones et le comité de décolonisation. En 2011. Depuis tout le temps qu'on demande à l'ONU, elle n'est arrivée qu'en 2011 et comme observateur. Et donc ça, c'est un vrai problème. Tant qu'on restera dans cette logique-là, on n'y arrivera pas. Donc je plaide, moi, pour qu'on ouvre la discussion plus large. Et peut-être que les pays qu'au niveau international, qu'on nous aide, parce que les décolonisations ont évolué, dans le Pacifique, on fait évoluer le concept onusien de l'autodétermination. Ce sont les expériences des micro-États du Pacifique qui ont fait que l'ONU a évolué dans son approche de ce concept-là. Donc je pense qu'on a à s'inspirer effectivement de ce qui se passe dans les pays de la région et on a tout intérêt. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc merci encore une fois pour les 3 exposés qui se complètent assez bien. Je peux répondre brièvement à cette intervention. Il y a aussi d'autres organismes, le groupe Fer de Lance, le groupe des leaders polynésiens. Et quelquefois, les pays insulaires utilisent ces autres structures quand le dossier est bloqué dans le forum, à cause soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Zélande, soit de la France. Et donc, nous verrons une diplomatie fluide, en flux, dans la région. Par exemple, la France est un allié des pays insulaires sur le dossier de changement climatique contre l'Australie et l'administration de Donald Trump. Mais sur le dossier nucléaire, la France continue à magouiller sur ce dossier. Mais beaucoup de pays insulaires ont signé le traité pour l'interdiction des armes nucléaires. La Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa, Vanuatu, l'Indonésie, Thaïlande, Malaisie, beaucoup de pays dans notre région ont décidé que c'est nécessaire, pas seulement de créer des armements, mais l'interdiction totale des armes nucléaires. Et donc, pour la Calédonie, au sein du Forum, pour la Polynésie, M. Fritsch, au sein du Forum, est-ce qu'il soutient leurs voisins qui luttent pour ce traité et là, ou est-ce qu'il soutient la politique nucléaire de la France au sein du Forum? Et donc, il y a beaucoup de dossiers comme ça où les pays insulaires cherchent le chemin à eux et pas le chemin dirigé soit par l'Australie, soit par les États-Unis, soit par la France. Et nous avons parlé de New Pacific Diplomacy dans ce colloque, politique diplomatique gérée par les pays insulaires et pas par leurs voisins plus puissants. Et donc c'est important pour la Calédonie, en discutant le futur de ce pays, soit pays associé, soit pays indépendant, les relations avec les voisins sur les dossiers importants pour les insulaires. Donc le réchauffement climatique, pauvreté, la terre et d'autres questions comme ça. Merci. Merci. Je vous propose qu'on prenne encore peut-être 1 ou 2 questions avant de clôturer la séance. Non, je voudrais poser un peu la même question que j'ai posée hier, d'ailleurs mal posée parce que ce n'était pas clair. Donc, Maastricht, de 1992, a établi qu'il existait une citoyenneté européenne. Et si vous me permettez de lire l'article du traité très bref, dit comme ça. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
Donc, et on sait que ici, tous les Calédoniens sont des citoyens européens. Et la citoyenneté européenne, c'est quelque chose de très spécifique. Moi-même, par exemple, moi je suis double national. J'ai eu un problème en Italie. Je n'étais pas satisfait d'une sentence du tribunal à Naples. J'ai fait recours à la Cour européenne. C'est vrai que je n'ai pas gagné, mais quand même, c'était confortant de savoir que je pouvais porter plainte contre l'État quand je me sens lésé. Mais je vois que c'est un peu un dossier qui n'émerge jamais. Voir aussi, par exemple, les élections européennes ici, il y a eu 20% de participation. Donc ça veut dire que même les loyalistes ne sont pas très européistes. Donc la question que je pose, peut-être au professeur ou qui veut répondre, dans le cas où il y aura le oui partagé, qu'est-ce qui va arriver de cette citoyenneté européenne? Est-ce que ça existera encore? Est-ce que l'Europe devient quelque chose qui n'a plus d'importance ici en Nouvelle-Calédonie? C'est ça mon problème. L'Europe n'est pas présente, même si ici on est dans un pays où tous les citoyens ont la citoyenneté européenne. Bon, je vais vous répondre, d'autant que vous avez posé la question hier et que personne n'a répondu. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez drôle. On était un peu avant le dimanche des européennes et NC Première m'appelle en disant qu'il faut faire absolument une interview parce que on n'a personne. Alors je lui dis mais c'est Géraldine Giraudot, ma collègue en droit public, qui devrait venir. Puis elle était prise ailleurs, etc. Donc il commençait à être angoissé. Donc j'y vais, je me déplace, je leur fais une interview et je leur réponds sur la question de l'Europe. Je leur dis, bon, déjà, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire européen, il est juste associé. Ensuite, le sentiment d'appartenance est extrêmement faible. Je dis, si on arrive à 20% de participation, ça sera une performance. Et je dis, je mets 5% aux îles, 6% sur la côte Est. Et d'ailleurs, les Kanaks considèrent les européennes comme l'élection des Européens. Et donc, ils ne se sentent absolument pas concernés. Je veux dire, les références ethniques sont extrêmement fortes. Donc, les élections européennes, c'est les élections des Européens. Donc, très bien. Et il m'explique, enfin, il me pose une question après, et l'argent. Qu'est-ce qui arrivera? Je dis, l'Europe, elle est neutre sur la question de la souveraineté du pays. C'est-à-dire que l'argent qu'on a actuellement, essentiellement pour de la formation continue par l'Union européenne, on l'aura exactement au même titre, avec les mêmes montants, en tant que pays ACP, c'est-à-dire pays indépendant, uni par association de l'Union européenne. Donc, je veux dire, c'est un faux problème, l'argent de la France. Et alors, à ma grande surprise, alors qu'il y avait évidemment une très grande urgence, l'interview évidemment a été annulée, je ne suis pas passé. Et le lendemain, il y a eu un reportage. Quelle chance on a d'être un PTOM français pour recevoir tout cet argent de la France. Bon, ça en dit long quand même sur les médias. Et par contre, ça vous a répondu à votre question. C'est-à-dire que indépendamment, je veux dire, de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, rien ne change. C'est-à-dire absolument rien ne change. Il faudrait régler la situation, évidemment, des nationaux européens, mais je veux dire, dans une indépendance où tout se passe bien, personne n'a intérêt à faire partir les gens. Donc, moi, je crois que c'est un faux problème, qu'il faut cesser de s'angoisser pour ça, et l'argent non plus ne va pas disparaître. On va changer de case. Au lieu d'être un PTOM associé à la France, je veux dire, on va devenir un pays du Pacifique, signant une convention d'association avec l'Union européenne, et on aura le même argent dans une case différente, sans aucune difficulté. Voilà ma réponse. On va prendre une toute dernière question, rapidement. Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide, mais d'abord, messieurs et mesdames les conférenciers, respect à vous, humilité, et au public également. Et monsieur, je voudrais vous remercier d'avoir bien précisé tout à l'heure en disant que, voilà, 1853, avant, on relève tous de l'ordre de la coutume.
Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais après 1853, tous ceux qui sont arrivés relèvent de l'ordre républicain. Vous faites une intervention politique. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez éclairé des lanternes à nous qui ne sont pas, on va dire, des gens qui connaissent bien. Là, regardez, vous avez parlé des plein de souveraineté, là. Souveraineté, comment vous dites, internationale légale, souveraineté populaire, mais la souveraineté autochtone, la souveraineté ilienne, c'est des nouveaux concepts et qui s'appliquent maintenant. Alors la question, elle est très simple, est-ce que l'accord de Nouméa, est-ce que ce n'est pas le laboratoire expérimental, justement, pour... voilà, je vais employer l'autre ordre de la foi chrétienne, pour exorciser ce vieux démon du colonialisme qui n'a pas été... Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une décolonisation des pays non autonomes qui ont été, on va dire, décolonisés. Et le bel exemple, c'est les anglo-saxons. Mais au niveau de la France, non. Donc, est-ce que c'est un laboratoire expérimental pour, on va dire, enfin... et qui va servir aussi à nos amis parce qu'ils sont intéressés s'il va réussir ou non. Est-ce qu'il y aura une réussite, une décolonisation réussite, telle que l'entend ce nouveau concept? Parce que hier, M. Pence, excusez-moi, madame, je sais qu'ils ont pendant 2 jours, mais je vais terminer simplement, M. Macron aussi, à restituer l'acte de prise de possession de 1853. Merci et désolé d'être... Voilà, parce que le truc est intéressant et nous allons voter aussi ou pas voter. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre remarque. Oui, effectivement, l'accord de Nouméa, c'est un processus de décolonisation qui se veut original. On a voulu effectivement explorer une nouvelle voie. Alors, effectivement, dans mon exposé, je n'ai pas pu aller dans le détail de tout ce qu'il y a dans l'article. Justement, on explique bien dans l'article que les modalités de décolonisation qui sont envisagées par la communauté internationale, elles ont quand même significativement évolué depuis les toutes premières vagues d'indépendance. Au début, on avait vraiment cette idée que l'indépendance, ça doit mener automatiquement, que la décolonisation, doit mener automatiquement à l'indépendance. Et puis c'est vrai qu'après, on a des résolutions 1514, 1541 des Nations Unies qui ont ouvert la voie à d'autres alternatives que l'indépendance pure et simple. Après, est-ce que ça va amener à un processus de décolonisation réussi? Ça, l'avenir nous le dira. Il y a encore 2 référendums qui doivent se tenir. Toutefois, c'est pour ça que dans la communication, à un moment donné, j'émettais l'idée que le peuple autochtone soit privé définitivement de l'option séparatiste parce que, pour en avoir un peu discuté, effectivement, il nous semble que ça va être extrêmement difficile quand même de renverser le rapport de force. Voilà. J'ajoute un mot en vous remerciant de votre intervention sous forme de plaisanterie. Des décolonisations loupées, je veux dire, on en a plein. La France est la spécialiste des échecs des décolonisations. S'il doit y avoir une réussite et un laboratoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ça serait la première décolonisation consensuelle réussie. Donc je veux dire, le mot laboratoire, il existe. Et d'ailleurs, il ne faut pas penser qu'à la Nouvelle-Calédonie, il faut penser aussi à la Polynésie française, où va se poser nécessairement un jour la question d'un référendum d'autodétermination. Donc en ça, nous sommes un laboratoire de la réussite ou d'un futur échec français. Et bientôt, on saura. On saura dans 3 ans si Jean-Marie Tjibaou, finalement, a eu raison de se lancer dans un processus de 30 ans en serrant la main de Jacques Lafleur. Je veux dire, voilà, l'histoire n'est pas écrite, c'est nous qui l'écrivons. Et donc, c'est à chacun de nous, je veux dire, d'être responsable vis-à-vis des générations passées, vis-à-vis des générations futures, de l'avenir qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des enjeux, quand même, qui méritent autre chose que des invectives. Voilà mon petit message de fin pour moi. Je vous remercie. De ma part, je pense que
L'expériment a commencé il y a longtemps. La décolonisation des colonies ici en Océanie a commencé il y a longtemps. Il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de pays avoisinants qui gèrent leurs affaires, même qu'ils ont besoin de soutien et technique, financement de l'outre-mer. Ils gèrent leur pays. Donc c'est possible. L'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de Vanuatu, qui a subi le pandémonium. Pas seulement les Français, mais aussi les Anglais. Et moi, je suis anglo-celte, pas anglo-saxon, merci. Mais ma famille est d'origine écossaise. Et nous attendons que la Vieux-Calédonie sera indépendant avant la Nouvelle-Calédonie. Okay? Donc c'est un débat partout. Ce débat continue. Et je pense que c'est nécessaire que, oui, à Paris, peut-être que la Nouvelle-Calédonie gagnera. Mais je pense que Boris Johnson créer des situations. Peut-être la Vieux-Calédonie gagnera le pari. Donc, non, franchement, il y a un débat mondial. Et pourquoi, dans le 21e siècle, nous parlons encore de colonialisme? Ça, c'est mon intervention. Pourquoi nous continuons, dans le 21e siècle, d'avoir ce débat? Merci.